RGPD, vous allez dire pourquoi nous, PME, petite entreprise, nous sommes concernés par ce règlement. Parce qu'il faut bien savoir qu'au début, le texte, il concernait les fameux GAFAM. Et comment peut-on comparer une TPE, un e-commerçant, une association, une boîte industrielle à un Google, à un Amazon, un Facebook ou autre Microsoft? Eh bien, évidemment, la loi, elle fait pas de différence et elle a fixé des règles. Et ces règles, elles s'appliquent tout aussi bien à des monstres multinationaux qu'à des TPE qui font quelques dizaines ou voire centaines de milliers d'euros. Donc, c'est de notre devoir de vous sensibiliser. Alors, on dit souvent que les cordonniers sont souvent les plus mal chaussés. Il faut savoir que nous, en cabinet d'expertise comptable, on a énormément d'informations confidentielles liées aux salariés ou liées aussi aux données financières de nos clients. Donc, nous sommes au premier chef concernés par cette réglementation et on a donc fait appel à la société Optimex Data pour nous accompagner dans cette démarche, puisque vous nous confiez beaucoup d'informations et on se doit de les traiter et de les protéger de telle sorte à ce qu'elles n'aillent pas dans les fameux nuages. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler. Donc, je voulais pas aller au-delà que de vous dresser un peu notre volonté de vous accompagner dans cette démarche-là avec des professionnels. Donc, je laisse le micro à Sandrine qui va rentrer avec son collègue sur le fond du problème. Donc, bonsoir tout le monde. Merci Dominique pour l'introduction et de façon plus générale, merci à Gorine de nous laisser l'opportunité de vous présenter le RGPD. 4 petites lettres qui font beaucoup parler en ce moment parce que la date approche. Donc on n'est pas là pour vous faire peur ce soir, au contraire, on est là pour vous rassurer. On espère qu'à la sortie de la présentation, vous serez plus rassurés sur le RGPD et ce que vous devrez faire. On va voir là sur le programme de la soirée, bien sûr, on va faire une rapide présentation d'Optimex Data. Vous présenter le RGPD sous forme de questions pratiques. C'est vraiment des questions qu'on nous a posées quand on était face à des clients pour pouvoir vous faire part de ce retour sur le terrain et vous apporter des solutions concrètes et pratiques sur comment mettre en place ce RGPD. Donc, je vais laisser la parole à Alexis, qui est notre spécialiste juridique en matière de protection des données, qui sera plus à même de vous expliquer les obligations et tout ce qui en découle au niveau du règlement. Merci effectivement Dominique pour cette présentation du RGPD qui peut faire un petit peu peur. Donc on parle des GAFAM et sans plus attendre, je vais rebondir sur cette slide qui en effet caricature un petit peu le RGPD, mais il faut savoir que c'est une facette du RGPD. C'est bien sûr ces GAFA, donc Google, Apple, Facebook, Amazon, parfois aussi Microsoft, les GAFAM, qui bien sûr font du commerce avec les données, ce qui n'est pas le cas de la plupart d'entre vous, je pense même la totalité d'entre vous. Mais c'est une facette qu'il faut quand même avoir en tête. Les données personnelles, c'est le pétrole du 21e siècle, on en parle beaucoup. Le chiffre d'affaires de Google, 95% de son chiffre d'affaires, c'est la vente de données personnelles. Un compte Facebook, ça rapporte 8 € par an à Facebook. Un compte Twitter, 10 € par an. Voilà, les données personnelles, en fait, sont chiffrables. Et derrière, il y a bien sûr de la vente de données. Alors, sur cette image, on voit Picsou qui est assis, bien sûr, sur son trésor, qui est en fait nos données personnelles. Et on voit le règlement européen, le RGPD, qui est tenu par la caricature de Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, donc qui est à l'initiative de ce texte-là, bien sûr. Alors, qu'est-ce que le RGPD ? Le RGPD, est-ce que vous savez ce qui se cache justement derrière ces 4 petites lettres ? C'était marqué en introduction. Règlement général sur la protection des données. Des fois, on voit l'acronyme anglais GDPR ou GDPR, General Data Protection Regulation. Dans tous les cas, c'est un règlement européen. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on se place juridiquement au-dessus d'une directive. Une directive, on doit l'appliquer, on doit la transposer. En fait, les États membres doivent la transposer avec une loi, et souvent c'est long. Il y a des délais de transposition qui sont assez longs, avec des décrets d'application. Alors, il n'y a pas du tout ce système-là. On est sur un cadre juridique qui est beaucoup plus strict. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'au 25 mai 2018, donc dans un mois, on aura tous le même cadre juridique, qu'on soit en France, en Allemagne,
en Espagne, en Italie, en Roumanie. En Angleterre, bon, sauf s'ils partent l'année prochaine, bien sûr, avec le Brexit. Ce cadre juridique, c'est quoi ? C'est 88 pages et c'est 99 articles. C'est assez conséquent, c'est assez lourd juridiquement. Dedans, il y a des principes, des obligations et des droits. Donc, on va les parcourir ensemble rapidement parce que c'est pas forcément la partie qui vous intéresse le plus. Mais je pense qu'il est intéressant de comprendre ce qu'il y a dans ce règlement pour comprendre pourquoi on doit finalement appliquer ce règlement aujourd'hui. Avant d'aller plus loin, une question qu'on nous pose souvent, effectivement, pourquoi il y a un règlement européen alors qu'on avait déjà un cadre législatif en France et qui est là depuis un petit moment. La loi informatique et liberté, ça vous parle un petit peu ? La CNIL, ça vous parle un petit peu ? Bon, ça me rassure. Pourquoi on avait un règlement alors qu'on avait une loi informatique et liberté depuis 40 ans, depuis 78 ? En fait, depuis l'apparition du Minitel, on a déjà protégé des données. On avait la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Donc tout ça va perdurer, bien sûr. Pourquoi on a un nouveau règlement ? En fait, parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait un cadre juridique qui n'était pas respecté. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous ont effectué des déclarations auprès de la CNIL sur le site internet de la CNIL. Un petit peu, bon, souvent c'est 30% des gens à peu près ont effectué des déclarations auprès de la CNIL. En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un gros manque d'informations sur qu'est-ce qu'il fallait faire, pourquoi il fallait le faire, un manque de compréhension aussi. On a un cadre juridique qui n'était pas homogène du tout. Dès le moment qu'on devait transférer des données en dehors de la France, c'était compliqué. Il fallait regarder la loi. En Allemagne, c'était très strict, plus strict qu'en France. En Roumanie, il n'y avait pas de loi. Donc c'était très compliqué de transférer des données. Autre chose, les citoyens européens, puisque c'est bien les citoyens européens finalement qui vont avoir des droits, n'ont pas du tout de maîtrise sur leurs données personnelles. On produit tous des données personnelles. Le téléphone que j'ai dans la poche actuellement produit des données personnelles de géolocalisation, par exemple. On produit tous des données personnelles, on s'en rend pas forcément compte, et on n'a aucune maîtrise sur ces données. Le règlement apporte de la maîtrise. Et une absence de responsabilité parce qu'effectivement les organismes se sentaient pas du tout responsables par rapport aux données qu'ils traitaient. Et souvent, l'idée était plus de s'écarter de la CNIL, de pas trop se faire connaître, de pas faire de déclaration pour passer incognito. Et de toute façon, la CNIL, ils sont pas assez pour contrôler, donc on va pas s'embêter. Voilà le raisonnement qu'on avait avant. On va voir que juridiquement, c'est un peu différent maintenant. Et c'est aussi parce que c'est un texte qui est d'ampleur européenne. Alors, qu'est-ce qu'une donnée personnelle ? Je vais vous passer la parole. À votre avis, qu'est-ce qu'une donnée personnelle ? Qu'est-ce que vous entendez, vous, par donnée personnelle ? Allez-y. Hein. Nom, prénom, date de naissance, sexe. Alors, vous avez des données de santé, effectivement. Vous avez peut-être des données un peu plus... Banque. La voiture, par exemple, j'ai une voiture rouge de marque, de telle marque. C'est une donnée personnelle qui reflète en fait mes habitudes de consommation, mes habitudes de vie. Effectivement, parce que sur Facebook, il y a des petits, on laisse des cookies qui reflètent nos habitudes de vie, nos habitudes de consommation. Il n'y a pas que Facebook, mais effectivement, toutes ces multinationales nous connaissent bien, justement à cause de, ou grâce, on ne sait pas de quel côté on se situe, mais de toutes ces données personnelles qu'on libère. On parlait de la géolocalisation avec le téléphone portable. Voilà, il y a énormément de données personnelles. On ne va pas bien sûr tous les nommer, il y en a beaucoup. Justement, le règlement a prévu une définition qui est très large pour protéger le maximum de situations. C'est ça qu'il faut entendre. On a des catégories de données, donc identité, vie personnelle, vie professionnelle. On va dire que c'est des catégories assez classiques. Information économique, donc carte bancaire, RIB, fluctuation sur un compte bancaire. En fait, tout est plus ou moins une donnée personnelle. Localisation, données judiciaires, données sensibles. On va parler de données de santé, mais l'appartenance syndicale, l'appartenance religieuse, l'appartenance sexuelle. Tout ça, ce sont des données sensibles. Quelques exemples d'organismes qui traitent des données de santé. C'est important de souligner ces organismes-là parce qu'ils sont un peu plus concernés que d'autres. On va voir après qu'on n'est pas tous concernés au même niveau. L'idée aussi est aussi de vous rassurer sur ce règlement qui est bien sûr applicable aux GAFAM, qui va remettre à plat certaines choses, mais on n'est pas tous concernés de la même manière. Les organismes de santé, donc cabinet médical, paramédical,
lieux de soins, services hospitaliers. Tous ces organismes qui traitent des données de santé vont être un peu plus concernés que, bien sûr, un artisan, une TPE, ou tout à l'heure on parlait de e-commerce, n'importe quelle autre société en fait, parce qu'ils traitent des données sensibles. Pourquoi on entend beaucoup parler du RGPD ? C'est une bonne question. Parce que juridiquement, on réfléchit différemment. On n'a pas ce régime déclaratif où finalement les gens n'ont pas forcément joué le jeu, donc peut-être manque d'information, peut-être manque de bonne foi, de bonne volonté, peu importe finalement, on a un nouveau règlement et on a un cadre juridique qui est vraiment fondamentalement différent. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu juridiquement un renversement de la charge de la preuve. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'avant le 25 mai 2018, avec la loi informatique et liberté, en cas de problème avec les données personnelles, la CNIL était chargée de prouver que l'organisme n'était pas conforme à la loi informatique et liberté, ne respectait pas les principes de la loi informatique et liberté. Après le 25 mai 2018, vous vous en doutez, c'est le schéma inverse qui va être appliqué. Ce sont les organismes qui vont devoir prouver qu'au moment de la violation de données, ils étaient bien en conformité. On va voir comment on doit le faire avec les obligations. Est-ce que je suis vraiment concerné par le RGPD ? J'en ai déjà parlé un petit peu. On n'est pas tous concernés au même niveau. Mais on est tous concernés. Bon, déjà, quand on est citoyen, on est concerné parce qu'on a des droits. Mais quand on est une entreprise, secteur public ou monde associatif, on est aussi concerné parce qu'on a tous des données personnelles. Alors effectivement, on pose souvent la question, mais est-ce que je suis vraiment concerné ? Et c'est peut-être aussi la raison pour laquelle vous êtes venus ici ce soir. Est-ce que vous êtes vraiment tous concernés au même niveau ? Vous n'êtes pas des GAFAM. Alors est-ce que vous êtes vraiment concernés ? Il y a des critères indicatifs pour justement vérifier à quel niveau vous êtes concerné. Le premier critère, c'est un critère de taille. Il n'est pas toujours vrai, il est accumulé avec le deuxième critère. Le critère de taille, c'est sûr qu'une très grosse entreprise va forcément avoir beaucoup de données personnelles, donc la taille, c'est quand même un critère important. Mais il faut surtout coupler ce critère avec le secteur d'activité. Un peintre en bâtiment, un artisan, va pas être autant concerné qu'un laboratoire pharmaceutique ou tous ces organismes qu'on a vus qui traitent des données de santé. L'idée étant de finalement vérifier ce troisième critère qui est la quantité de données. Et c'est vraiment ce critère-là qu'il faut regarder. Quelle quantité de données on gère pour savoir si toutes les obligations qu'on va avoir après nous concernent et à quel point. Autre question, qu'est-ce qui se passe si je ne suis pas en conformité au 25 mai 2018 ? Est-ce que je vais mettre la clé sous la porte ? Non, en fait, il y a des risques économiques. Les risques économiques, c'est quoi ? C'est tout simplement que le RGPD, c'est une nouvelle norme, si vous voulez. Prenez-la un peu comme une nouvelle certification qui atteste votre niveau de protection des données, votre niveau de confidentialité. Le risque économique, c'est qu'un client, finalement, vous dise, un client ou un sous-traitant, un fournisseur vous dise est-ce que vous êtes en conformité avec ce nouveau cadre juridique ? Est-ce que vous protégez bien les données que je vous confie ? Est-ce qu'il n'y a pas de risque ? Est-ce qu'en cas de risque, vous pouvez m'aider justement à résoudre le problème ? C'est pour ça qu'on entend aussi parler beaucoup du règlement, parce qu'il y a des nouvelles obligations en matière de sous-traitance et bien sûr de la co-responsabilité. C'est peut-être un peu petit, mais c'est quelque chose que Sandrine a vu sur son mur LinkedIn. Je vous le lis. Bonjour, je cherche un cabinet d'expertise comptable bien avancé dans le cadre de son plan d'action de mise en conformité au RGPD sur les plans organisationnels, juridiques et techniques. J'ai demandé ça au mien et il m'a restitué mes dossiers sans me répondre. Alors comme Dominique l'a dit, ce ne sera pas le cas pour Agori parce qu'ils sont accompagnés et justement ils ont anticipé cette date d'application du 25 mai pour être en conformité avec ce nouveau cadre juridique. Mais ce sont bien des exemples comme ça qui se passent de plus en plus. C'est le serrurier qui travaille avec une mutuelle pour intervenir la nuit. La mutuelle va lui demander d'être en conformité avec le règlement parce qu'il va traiter des données de cette mutuelle. Voilà, c'est des exemples comme ça où on arrive finalement à la conformité, pas forcément parce que la loi l'impose, mais parce que financièrement, économiquement, c'est très important pour l'entreprise. Autre risque, ce sont bien sûr les risques juridiques. Quels sont-ils ces risques juridiques ? Ce sont bien sûr
les plaintes en ligne qui peuvent... en fait, n'importe quel citoyen peut porter plainte en ligne sur le site internet de la CNIL très facilement. Ça va mener à un contrôle de la CNIL, un contrôle en ligne, un contrôle sur place, un contrôle sur convocation, sur pièce. Et ça peut aboutir à des sanctions. Alors on a beaucoup entendu parler des sanctions astronomiques du règlement européen. Pour vous rassurer, ce sont des sanctions, quand on parle de 4% du chiffre d'affaires, ce sont bien sûr des sanctions qui sont adressées aux GAFAM. Mais de toute façon, on est sur des sanctions européennes, donc bien sûr des sanctions qui font peur avec des procès à l'échelle européenne. C'est normal, c'est pour ça qu'on a des sanctions qui sont très élevées. Pour vous rassurer, l'année 2018, la présidente de la CNIL a dit que l'année 2018, ce serait une année pédagogique où on va accompagner justement les entreprises, on ne va pas leur taper sur les doigts, mais on va les accompagner dans cette démarche de conformité. Donc il y a bien sûr des sanctions financières, j'en parlais, du 4% du chiffre d'affaires ou 20 millions d'euros d'amende et des sanctions pénales encadrées par le code pénal français, bien sûr, jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende pour le responsable de traitement qui est en fait le chef d'entreprise. Ce sont bien sûr des sanctions qui font peur, mais la CNIL va être indulgente et avant d'arriver sur des sanctions aussi fortes, on a des avertissements, on a des mises en demeure de conformité, on a des paliers en fait. Sachant que la bonne foi est aussi bien prise en compte. Si vous avez initié une démarche de conformité, c'est pris en compte dans ces contrôles. Alors j'ai entendu celle-là tout à l'heure. Le RGPD, encore une nouvelle obligation. Bah oui, effectivement. Le RGPD, c'est certes une obligation, mais il faut aussi le voir comme une opportunité de protéger davantage les données personnelles qu'on détient. Maintenant, on a beaucoup de données qui sont sur le cloud. Qu'est-ce qui se passe? On va le voir juste après avec la sous-traitance, mais qu'est-ce qui se passe pour ces données? On n'est pas toujours responsable de l'hébergement des données en dehors de l'Union européenne. Comment ça se passe dans ces situations précises? Le RGPD, ça permet de rétablir un peu où sont les données, où sont hébergées les données, comment sont protégées mes données, et de faire un peu le tour aussi des mesures de sécurité qu'on peut mettre en face de ces données. C'est un avantage concurrentiel important, la protection des données, parce qu'en Europe, c'est la vie privée et donc la protection des données, c'est quelque chose qui parle aux consommateurs. Dire qu'on protège les données personnelles du consommateur, c'est bien sûr un avantage concurrentiel. Je ne sais pas si je fais une aparté, mais vous connaissez peut-être Quant, c'est le Google français respectueux de la protection des données. Il est bien sûr en conformité avec le RGPD depuis plus d'1 an. Et Quant, son business model, c'est bien sûr la protection des données. Donc c'est un exemple en matière de protection des données. LinkedIn a également complètement changé de business model. Avant, ils vendaient des données. Aujourd'hui, ils ne vendent plus de données. Ils ont justement accentué, grâce au RGPD, leur politique en justement montrant qu'ils protègent vos données, en rétablissant la confiance avec le consommateur. Et c'est aussi de l'organisation, on s'en rend compte quand on fait des audits, ça permet vraiment de rajouter une cohésion entre tous les services d'une entreprise, comme c'est une problématique transverse forcément. Alors maintenant, on va passer à la partie un peu moins drôle, les principes, les obligations et les droits. Sur les principes, il faut vraiment comprendre que les traitements doivent respecter ces principes-là. Ce n'est pas l'organisme qui doit respecter les principes, mais c'est bien sûr les traitements de données. Donc ceux qu'on a vus tout à l'heure en exemple. Il y a 5 principes. Principe de licéité, il faut se poser tout simplement la question, quelle est la base juridique de mon traitement? Est-ce que c'est une obligation légale? Je récupère les données parce que la loi me l'impose. Est-ce que je récupère les données parce que finalement c'est mon contrat client et du coup c'est pour exécuter mes prestations de service? Voilà, c'est ce genre de questions qu'il faut se poser. Principe de limitation des finalités. Il faut au maximum privilégier une finalité par traitement. Une finalité, c'est quoi? C'est pourquoi je traite ces données-là. Donc on a la donnée personnelle, on a le traitement, c'est qu'est-ce que je fais finalement de cette donnée? Est-ce que je la collecte, je l'utilise, je l'enregistre, je la transfère? Et la finalité, c'est pourquoi je le fais. Il faut au maximum privilégier une finalité par traitement. Le principe de minimisation des données, je prends un exemple tout simple qui parle à tout le monde. Vous avez un site internet avec une newsletter. Pour envoyer la newsletter, vous allez constituer une base de données, vous récoltez l'adresse email de la personne via un formulaire de contact par exemple.
La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que toutes les données sont vraiment nécessaires? Est-ce que je récolte que l'adresse email ou est-ce que j'en profite pour récupérer le numéro de téléphone, par exemple? Là, on se pose la question, est-ce que c'est vraiment nécessaire pour une newsletter d'avoir le numéro de téléphone? Pas forcément. Donc, on enlève cette case, ou en tout cas, on fait en sorte que cette case, ce ne soit pas un champ obligatoire. Autre principe, le principe d'exactitude des données, alors celui-là il fait un peu grincer des dents, c'est il faut que les données qu'on traite soient exactes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut actualiser un peu ces bases de données qu'on a, et si on peut supprimer des données qui sont plus utiles ou plus vraies, il faut le faire. Ou alors rectifier des données qui sont voilà, une adresse, on change d'adresse, numéro de téléphone, c'est plus le bon, il faut changer. Le principe de conservation limitée des données, bon, ça va aussi dans le sens de l'exactitude des données. Si on n'a plus besoin des données, il ne faut pas les conserver. Il y a des règles très précises pour justement déterminer si on a besoin encore des données. Et la CNIL a communiqué, a publié des recommandations sur justement ces règles-là. Donc la question à se poser, est-ce combien de temps je conserve mes données? Et il ne faut surtout pas conserver les données ad vitam aeternam. Il faut conserver les données pour un temps précis. Pour les droits, alors je vais passer aussi rapidement parce que ce qui vous intéresse c'est plus les obligations, mais c'est vrai que les obligations c'est pour garantir des droits. Quels sont ces droits? C'est des droits qui existaient déjà dans la loi informatique et liberté et des nouveaux droits. Pour ceux qui existaient déjà, droit d'accès, de rectification et d'opposition. Le droit d'accès c'est tout simplement demander à un organisme s'il dispose des données personnelles sur vous et si oui, lesquelles. Le droit de rectification c'est pouvoir demander à cet organisme qui rectifie si vous vous rendez compte que des données ne sont plus justes. Ça va avec ce principe qu'on a vu tout à l'heure d'exactitude des données. Droit d'opposition, vous savez, c'est le petit bouton en bas de l'email que vous recevez de prospection, se désabonner, c'est ça le droit d'opposition, ou alors les listes Blocktel par exemple proposées par l'État, ce genre de choses, c'est de l'opposition. Ça existait déjà. Ou le SMS que vous recevez aussi, répondez stop par exemple, c'est de l'opposition, pour ne plus recevoir de messages. Alors quels sont les nouveaux droits? Il y a le droit à l'oubli, il y a le droit à la portabilité. Le droit à l'oubli, c'est avant on pouvait rectifier les données, on peut aussi aujourd'hui demander la suppression des données. Si on a un motif légitime, donc il y a des critères, c'est assez technique, mais on peut demander la suppression des données. Un exemple assez pratique du droit à l'oubli, c'est le droit au déréférencement. En fait, c'est une interprétation du droit à l'oubli appliquée à Google et aux autres moteurs de recherche. Vous tapez votre nom, votre prénom sur Google, il y a des informations qui vous gênent, qui vous portent préjudice, vous pouvez demander dans un premier temps à Google qu'il enlève ces informations, et dans un deuxième temps, si Google vous l'a refusé, demandez à la CNIL qu'elle vérifie que la décision de Google soit bien fondée juridiquement. Le droit à la portabilité, c'est assez rare, mais ça va s'appliquer surtout pour les réseaux sociaux, et LinkedIn, Facebook, Google l'ont déjà mis en place. C'est tout simplement le fait de pouvoir récupérer ces données dans un format type dossier avec des archives et de pouvoir les donner à un autre organisme. L'idée derrière étant de rajouter de la concurrence et d'avoir par exemple, j'ai une adresse email Google, une adresse Gmail avec tous mes contacts, tout l'historique de mes mails sur des années. J'aimerais bien changer de messagerie et ne plus être sur Google mais être sur Quant par exemple. Demander à Google qu'il envoie toutes mes données pour que je m'y retrouve en fait sur Quant. Voilà, par exemple, ça c'est le droit à la portabilité. LinkedIn l'a déjà fait, Facebook l'a déjà fait. Je vous invite à regarder justement ces droits qui sont vraiment intéressants pour les citoyens. On se rend compte de l'ampleur des données personnelles qu'il y a en fait sur nous. Quand on clique sur une pub sur Facebook par exemple, c'est une donnée personnelle. Place aux obligations maintenant. La première obligation, c'est ce qu'on appelle un peu brutalement le principe d'accountability. On l'a traduit en français par la responsabilisation des entreprises. Et ça va avec ce que je disais en introduction. On avait des organismes qui n'étaient pas trop au courant de ces formalités à la CNIL ou qui ne comprenaient pas vraiment les enjeux. Aujourd'hui, ces formalités, pour 95% d'entre elles, vont disparaître. Le 5% restant, ça va être pour tout ce qui est données de santé, certains traitements dans le public. Donc, au revoir les formalités auprès de la CNIL. Ça veut dire quoi? Ça veut dire bonjour le registre des traitements. Alors, je sais que ça vous fait bondir. Vous ne le montrez pas forcément. Le registre des traitements, il faut pas le dramatiser non plus. Le registre des traitements, ça vous sert à prouver justement qu'en cas de problème, vous aviez anticipé les risques qu'il pouvait y avoir sur les données que vous avez.
l'idée du registre des traitements, c'est de faire des fiches en fonction de tous ces traitements-là, de le mettre par écrit et de dire ces données-là, telle personne y a accès, je les collecte pour telle raison, je les utilise pour telle raison, tel service y a accès, je ne transfère pas ces données, il n'y a pas de sous-traitants qui ont accès à ces données, il n'y a pas de prestataires externes qui ont accès à ces données. Je conserve ces données tant de temps, il n'y a pas de transfert en dehors de l'Union européenne qui est établi. Voilà, c'est ce genre d'informations qu'on demande dans le registre et c'est surtout mettre en face des données, des traitements de données, des mesures de sécurité qui prouvent que vous avez anticipé les risques. Ça peut être sécurité physique. Moi, dans mon entreprise, j'ai des badges pour gérer les accès, donc n'importe qui ne peut pas avoir accès à mes données. Ça peut être aussi sécurité informatique. J'ai un antivirus, j'ai un firewall, j'ai un prestataire informatique qui s'occupe de mettre en place des sécurités informatiques pour éviter que je me fasse pirater, etc. Autre obligation qui n'est pas obligatoire pour tout le monde, c'est pour ça que tout à l'heure je parlais de tranches, on n'est pas tous dans la même tranche, on n'est pas tous concernés de la même manière par le règlement. Néanmoins, une obligation, c'est le DPO. Je ne sais pas si ça vous parle un petit peu, le DPO, vous avez peut-être entendu parler de ça. C'est le délégué à la protection des données. Alors vous allez me dire, c'est pas DPO, c'est DPD. Non, en fait, c'est Data Protection Officer en anglais. On utilise l'acronyme anglais parce qu'il est plus sympa. Mais le DPO, c'est bien le délégué à la protection des données. C'est un nouveau métier qui est créé par ce règlement qui impose à certains organismes, alors lesquels les organismes publics et les organismes privés qui répondent à ces 3 critères, activité de base reposant sur les données, je traite des données personnelles, est-ce que c'est mon activité principale? Un hôpital traite des données personnelles, sans données personnelles, il ne peut pas faire aussi bien son métier. S'il n'a pas accès au dossier du patient, il ne pourra pas faire aussi bien son métier qu'il ne le fait. Donc là, oui, il va être concerné. Il faut répondre bien sûr à ces 3 critères. Est-ce que le traitement des données s'effectue à grande échelle? À grande échelle, si vous ne pouvez pas dire le nombre précis de personnes qui est concerné par les traitements de données, vous êtes certainement à grande échelle. À grande échelle, échelle régionale, échelle nationale, échelle européenne. C'est sur vraiment des grandes échelles. Suivi régulier, c'est est-ce que les traitements de données que vous effectuez répondent à un système? Est-ce que vous faites ces traitements de données tous les jours, tous les mois, tous les ans? Ou est-ce que c'est une fois à telle date, une fois à notre date, et on ne peut pas vraiment prédire? Est-ce que c'est assez aléatoire? Si vous répondez à ces 3 critères, vous êtes concerné par cette obligation qui est de désigner un délégué à la protection des données. Ce délégué à la protection des données, il a un profil juridique. Pourquoi le règlement impose un profil juridique? Parce qu'en fait, vous allez le voir avec les missions du délégué, parce que en fait, il faut interpréter le règlement dans des actions concrètes opérationnelles dans les entreprises. Avant, on avait souvent des personnes qui s'occupaient de la protection des données qui étaient issues du milieu informatique. Le problème, c'est qu'il peut y avoir des conflits d'intérêts. Donc, le profil à dominance juridique pour interpréter le règlement. Il peut être interne ou externe, il peut être nommé dans l'organisme. Là, il faut encore faire une fois attention au conflit d'intérêts. Il peut être externe à l'organisme si on est concerné par cette obligation-là. On peut faire appel à un prestataire externe. Bien sûr, comme nous, Optimex Data, moi-même, je suis délégué externe pour certains organismes. Et on peut aussi, je rajouterais, c'est pas marqué sur la slide, mais mutualiser le délégué. C'est-à-dire que si on a plusieurs structures du même secteur d'activité, d'à peu près la même structure, même nombre de traitements, on peut sélectionner un délégué à la protection des données, le désigner auprès de la CNIL et qui fasse justement les missions qu'on va voir juste là pour tous ces organismes. Donc les missions, quelles sont-elles? Informer et conseiller le responsable de traitement, donc le chef d'entreprise, sur la stratégie à avoir en matière de protection des données. Contrôler le respect du règlement du RGPD et aussi le respect des sous-traitants. On va le voir juste après dans la sous-traitance, une partie importante. Être un point de contact avec la CNIL, il n'est pas question de ne pas être concerné par la CNIL, de ne pas établir de contact avec la CNIL. Justement, la CNIL, elle est là aussi pour aider. Étant donné qu'on est sur un règlement général, il y a des dispositions qui sont générales et qui évoluent et où des fois on se pose des questions au cas par cas. Donc avoir un contact avec la CNIL, c'est très important. Enfin, tenir le registre des traitements qu'on a vu avant, c'est une mission qui est confiée au délégué à la protection des données, parce que c'est lui le plus à même de critiquer si les traitements sont justement
Juste au regard des principes qu'on a vus tout à l'heure et si les obligations sont bien respectées. Il ne fait pas que ça, le DPO, mais on va dire que c'est ses missions principales. Il gère aussi tout ce qui est droit des personnes, notamment. En matière de sous-traitance, ça c'est nouveau, ça n'existait pas dans la loi informatique et liberté, c'est vraiment nouveau, prévu par le RGPD. L'idée derrière cette obligation de sous-traitance, c'est de remettre à plat toute cette chaîne de sous-traitance où, avant, quand on avait un problème, une violation de données, donc une perte de données, un piratage informatique, on avait par exemple Darty en début d'année qui disait non, c'est mon prestataire informatique qui gère toutes ces sécurités informatiques, moi je ne suis pas responsable. En fait, si on est quand même responsable des prestataires qu'on choisit. Donc l'idée est de remettre à plat toute cette chaîne de sous-traitance et d'éviter d'avoir un sous-traitant qui dit mais moi j'ai sous-traité cette partie-là, qui lui-même a sous-traité cette partie-là, avoir des chaînes de sous-traitance infinies. Donc pour la sous-traitance, il y a aussi bien en tant que donneur d'ordre que receveur d'ordre. En tant que donneur d'ordre, donc un organisme qui a des sous-traitants doit vérifier la conformité de ses sous-traitants. Et un organisme qui est sous-traitant, il peut être sous-traitant pour ses clients, doit aussi présenter des garanties en matière de protection des données. Donc c'est bien ce qui est indiqué, vérifier la conformité et être en conformité. Dernière obligation, sécuriser les traitements. Donc on en a déjà parlé un petit peu avec le registre des traitements. Ce sont des mesures que vous allez devoir indiquer face à chacun de ces traitements-là. C'est aussi bien la sécurité physique, avec ce qu'on a dit tout à l'heure, contrôle des accès, clé, badge, portail. Fermer les bureaux à clé, bon, c'est des choses finalement assez... c'est du bon sens, c'est des choses qui sont assez simples. Conserver les dossiers dans des armoires fermées à clé. Ça peut être aussi avoir un livret des bonnes pratiques à donner aux nouvel arrivants justement sur la confidentialité. Pour la sécurité informatique, ce sont des choses aussi qui sont assez parlantes. Avoir une charte informatique, avoir une politique de gestion des mots de passe. Quand on ferme l'ordinateur, qu'on nous demande le mot de passe pour ouvrir la session, ne pas avoir le mot de passe sur un bloc-notes ou sur un post-it accroché à l'ordinateur. Ça peut être aussi un peu plus technique, des antivirus, des pare-feux mis à jour, des certificats ou dans le milieu médical, des techniques d'anonymisation pour justement protéger ces données médicales, protéger les personnes qu'il y a derrière les traitements de données.